Mais combien étaient-ils? En réalité, vous interrogiez-vous, Muriel Rosenberg, lors de la parution de votre livre, dont c'est le titre, en 2021, un ouvrage indispensable à la vérité historique, puisque vous êtes arrivé au chiffre de 2050 réfugiés sur le plateau de Chambon, réfugiés juifs, dont le recensement jusqu'alors, avant vos travaux de recherche, variait entre 500 et 5000. Eh ben voilà. Et le titre de votre intervention, c'est 1000 enfants cachés. 1000 enfants cachés. Merci de votre accueil. Oui, bon, merci Floriane, qui vous adressez déjà un tableau bien complet du plateau, parce que moi aussi j'utilise ce terme plateau, donc qui correspond effectivement à cet ensemble de villages qui chacun était distant à peu près de 8 km. Donc vous imaginez un cercle de 8 km de rayon, c'est vraiment pas très grand pour recevoir autant de gens. Alors, 1000 enfants juifs cachés, c'est pas du tout un slogan. Je voulais un peu paraphraser un film qui est sorti en 1994, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle La colline aux 1000 enfants. Alors, je ne sais pas, les chiffres n'étaient pas du tout connus parce que ça date de 1994. Donc, le réalisateur ne s'est pas trompé, en fait, puisque d'après mes recherches, j'arrive à peu près à 910 enfants aujourd'hui. Voilà. Que j'ai pu recenser. Donc, je vais plutôt axer donc, mon petit speech sur les enfants. Ce que je voulais avant tout, c'était déjà peut-être vous redonner quelques chiffres sur la communauté juive à cette époque en France. Il y avait 330 000 juifs en France, dont plus de 200 000 vivaient à Paris. Donc à l'époque, ça représentait en 1936 1% de la population. Donc moi je trouve que ce pourcentage est absolument extravagant par rapport à la haine qui est tombée sur eux. Enfin bon, 25% sont de Français de souche, c'est-à-dire qu'ils sont Français depuis très longtemps. Il y a beaucoup de Juifs en France même depuis le XVIe siècle. 25% sont étrangers. Il y a eu une émigration très importante en France entre les années 20-25 et jusqu'à 38. Pourquoi? Parce que c'est surtout des pays de l'Est. Les gens, et là c'est là qu'on voit l'errance de certaines personnes qui sont parties dès les pays baltes où il y a eu les premiers pogroms au début du XXe siècle, en 1900-1910. Ils sont allés en Russie jusqu'à ce qu'il y ait la Révolution. Ils sont partis pour s'installer en Allemagne jusqu'à ce qu'il y ait la montée du nazisme en 1933 et qui ensuite ont choisi la France parce que c'était soi-disant le pays où il faisait bon vivre pour les Juifs. Voilà. Et il y a eu donc beaucoup d'Allemands, d'Autrichiens et de Polonais surtout qui sont venus soit directement en France, soit en passant d'abord par la Belgique et parfois la Hollande. Donc ces étrangers avaient des enfants qui étaient nés pour certains dans leur pays d'origine ou sur leur chemin en Belgique ou en Allemagne, et d'autres sont nés en France. Donc il y avait beaucoup d'enfants français parce qu'ils avaient eu le droit du sol, mais dont les parents étaient d'origine étrangère. Alors, Serge Klarsfeld, j'arrive plus à parler. Serge Klarsfeld, vous connaissez? Ça fait, oui, tout le monde a entendu parler de ce nom chez les jeunes? Alors c'est un nom quand même qu'il faut connaître sur le sujet, puisque c'est un avocat qui, avec son épouse Beat Klarsfeld, ont d'abord passé leur vie à chasser les Juifs, mais surtout, ils ont reconstitué la liste de tous les gens qui ont été déportés. Ils ont reconstitué tous les convois qui sont partis de France. Donc, et toutes ces données font l'objet d'une base de données absolument inestimable, qui est au mémorial de la Shoah et qui peut être consulté sur Internet. Voilà, bon, retenez ce nom parce que vous allez le croiser dans... Alors, les Juifs sont confrontés effectivement à l'histoire, on parle là maintenant, on est en France, à partir de 1900, qu'est-ce que je veux dire, je sais plus.
39-40, déclaration de la guerre, d'accord? Donc, octobre 40, les premiers statuts des Juifs, ils vont perdre pratiquement tous leurs droits jusqu'en mars 41. Et donc, leur décision de se cacher ou pas va suivre en fait la chronologie des événements. Plus ça va devenir dangereux, plus ils vont se retirer dans des lieux plus isolés. Par contre, ils n'ont pas tous eu la même décision. Les Juifs français, pendant un certain temps, ont pensé qu'ils n'étaient pas concernés par la question, qu'il ne s'agissait que des Juifs étrangers. Ce sont les premiers à être arrêtés en 39-40 et internés dans des camps d'internement en France. Alors tout à l'heure, ce matin, on parlait des camps de concentration qu'il y avait en Allemagne, mais combien savez-vous, combien y avait-il de camps d'internement en France ? Alors, ce n'était pas des camps de concentration, hein, mais c'était des camps d'internement, c'est-à-dire que tous les gens qu'on appelait indésirables, qu'on ne voulait plus voir en liberté, on les mettait dans ces camps. Il y en avait plus de 4000 dans toute la France. Et les plus importants, donc Florian en a parlé tout à l'heure, c'est les camps de Gurs, de Rivesaltes et les camps d'Émile. Donc les premiers, ce sont tous les étrangers, énormément d'Allemands, mais uniquement des hommes. Ensuite, par contre, dans ces cas-là, dans ces camps-là également, en octobre 40, il y a eu, en 2 jours, les Allemands ont déporté des provinces du Bade, de la Sarre et du Württemberg 6500 juifs allemands, donc des familles entières, les parents, les enfants et les grands-mères ou les grands-parents, et ils ont tous été mis au camp de Gurs. Donc c'est là qu'on trouve les premiers enfants, en fait, avant 42, qui sont dans ces camps d'internement. Ensuite, dans la chronologie de l'histoire, 42, donc c'est là que les choses deviennent vraiment très difficiles, très compliquées pour les Juifs. C'est l'année de juillet 42, 16 juillet 42, c'est la rafle du Veldiv. C'est la première fois qu'en France, on commence à enlever, à déporter, à interner d'abord, puis déporter des femmes et des enfants. Donc c'est là que tout le monde prend conscience en France que ça devient quand même que c'est très dangereux. Beaucoup de familles qui avaient hésité à partir, ceux qui étaient très éclairés, qui avaient lu Mein Kampf, qui étaient très conscients en fait que Hitler allait vraiment faire ce qu'il avait écrit, ont passé la zone libre à cette époque. La zone libre, la zone occupée, c'est des notions que vous connaissez déjà, que vous avez vues ou pas? Oui? Non? Pardon? Ah, vous commencez. Bon, donc je ne peux pas déflorer le sujet alors. Bon, enfin, sachez que le plateau se situe dans la zone libre, hein, que quand les Allemands ont envahi la France, en fait, et que les Français ont signé l'armistice en juin 40, la France a été divisée en plusieurs zones, il y en avait 4 ou 5, je crois, mais les 2 plus importantes, c'est la zone nord, qui comprenait Paris, dans laquelle que les Allemands occupaient entièrement et qu'ils dirigeaient, la zone sud, qui était la zone libre, à partir de la Loire, jusqu'au sud-est et sud-ouest, sud-est, qui était aussi occupé par les Italiens, était une zone libre qui était gouvernée par le régime de Vichy. Donc les Français, ceux qui étaient au nord, essayaient de passer dans la zone libre. Et en principe, ils allaient dans les grandes villes, type Lyon, Grenoble, Rouen, Saint-Étienne, et beaucoup sont allés dans la zone sud, sur la Côte d'Azur, Marseille, Nice, on en retrouve beaucoup. Ah oui, c'est vrai que je ne change plus du tout les... Pardon. Ça, c'était les statistiques. Voilà, donc c'était la chronologie des événements. Donc à ce moment-là, les parents se sont posé la question plusieurs fois. Est-ce qu'on est en danger? Est-ce qu'il faut sauver les enfants en priorité? Ou est-ce qu'il faut ne pas se séparer? Ça, c'était la grande question. Il y a des familles qui ne se sont pas du tout séparées, qui ont eu un périple absolument invraisemblable et qui ont fini par arriver sur le plateau tous ensemble et entiers. Mais c'est très rare. Beaucoup d'enfants, beaucoup de parents quand même ont choisi de placer leurs enfants d'abord, mais souvent pas très loin de Paris, et plus le danger devenait menaçant,
plus les gens se sont reculés en fait dans les campagnes. Voilà. Donc les enfants sur le plateau sont arrivés selon 4 situations. Bon, je vais dans l'autre sens là, c'est pas bon. Alors oui, ça c'est quelques statistiques sur les enfants juifs réfugiés sur le plateau. Donc en fait, sur 1000 enfants, 50% sont seuls, parmi lesquels quelques fratries. 50% sont réfugiés avec leurs parents. Et ce que je vous disais tout à l'heure, 75% sont français parce qu'ils sont nés en France, bien que de parents étrangers. Et 25% sont nés à l'étranger, dont une majorité d'Allemands, d'Autrichiens et de Polonais. Et ces enfants-là, on va les voir parce que selon... Ils sont arrivés... Je fais comme Jacques Chirac. Voilà. Donc, en fait, les enfants sont arrivés au Chambon selon 4 situations très claires. Il y a eu d'abord les enfants, et je reviendrai dans le détail sur chacune. Il y a eu d'abord les enfants sauvés des camps d'internement, dont Florian a parlé tout à l'heure, à peu près 250. Les enfants sauvés par l'OSE, on en a parlé ce matin aussi, qui est l'organisation de l'œuvre de secours aux enfants, qui est une association juive qui a été créée en Russie en 1917, je crois. Voilà, qui depuis toujours s'occupe des enfants. Il y a eu les enfants amenés par leurs parents, parce qu'ils ont eu la bonne idée ou le bon conseil de les placer au Chambon, et des enfants arrivés avec leurs parents, et ça, ce sont les familles qui se sont sauvées eux-mêmes, en fait. Et c'est assez important de rappeler aussi que les Juifs n'ont pas été tous sauvés, mais beaucoup, la majorité, a survécu par elle-même, même s'ils ont été aidés sur leur chemin par des petits gestes qui leur ont permis d'éviter ou de se cacher ou de... et ça, c'est l'historien Jacques Semelin qui a fait tout un livre sur la survie des Juifs et qui l'explique clairement. Et j'ai retrouvé exactement, en faisant mes recherches et avec la connaissance des parcours de chaque famille ou chaque enfant, c'est exactement ça. Une majorité quand même de Juifs ont survécu par eux-mêmes. Ça, c'est important à retenir. Alors, les camps d'internement, on vous en a parlé, mais je vous montre quelques photos quand même, pour que vous compreniez combien la situation y était difficile, carrément insupportable. 3000 personnes, par exemple, sont décédées dans le camp de Gurs. Il n'y avait aucune protection, ni pour le froid, ni pour la chaleur, ni pour la pluie. Les gens, l'hiver, avaient les pieds dans la boue toute la journée. Ils n'avaient pas suffisamment à manger parce qu'ils étaient beaucoup trop nombreux et que les Français qui devaient gérer ces camps étaient complètement dépassés. Donc c'est pour ça qu'à une certaine période, ils ont facilité le départ d'un certain nombre d'entre eux pour alléger un peu leur... Et donc c'est comme ça qu'à partir de mai 41, par exemple, on a pu... il y avait beaucoup d'organisations humanitaires qui travaillaient dans ces camps. Et ils se sont rendus compte que c'était tellement épouvantable qu'il fallait absolument essayer de les faire sortir. Ce qu'on appelait le sauvetage légal, c'était légal parce que ces organismes humanitaires faisaient des listes de gens qu'ils voulaient voir sortir, mais ils devaient faire valider ces listes par la préfecture. Donc là, pour l'occasion, c'était au Puy de la Haute-Loire. Et quand la préfecture avait validé donc, cette liste, les gens pouvaient être amenés sur place. Et pourquoi on a trouvé effectivement des maisons au Chambon, Florian en a parlé, et M. Renaud en parlera peut-être aussi, c'est grâce au pasteur Trocmé, qui était donc en poste au Chambon depuis 1934, qui voulait se rendre utile. Il ne voulait pas entrer dans la résistance armée, mais il voulait se rendre utile civiquement. Et donc il est allé voir ces organisations humanitaires, il leur a dit « je veux vous aider ». On lui a dit non, il y a déjà suffisamment de représentants dans les camps, mais par contre, ce dont on a besoin, c'est d'endroits pour accueillir ces réfugiés. Et alors là, évidemment, Trocmé a ouvert les bras du Chambon, et en tout cas du plateau, parce que c'était au Chambon qu'il y avait le plus de maisons, en fait. C'est là pourquoi on parle toujours du Chambon, c'est parce que c'est là qu'il y a eu le plus de réfugiés, parce que c'est là qu'il y avait le plus de maisons, de pensions et de homes d'enfants pour accueillir, pour les accueillir. Donc, ces organismes sont venus choisir des maisons, les ont arrangées, les ont financées.
les ont équipés pour accueillir. Mais le temps que tout ça se fasse, la Guespie est la seule maison qui a été prête en mai 41, qui a pu accueillir une dizaine d'enfants seulement, alors que toutes les autres maisons ont été prêtes à partir de mai 42. Donc le vrai sauvetage commence vraiment en mai 42. Et le plus terrible, je ne sais pas si vous imaginez, qu'on demande à une mère de laisser partir son enfant. Parce que au camp de Gurs, il y avait essentiellement des Allemands, des Autrichiens, des étrangers. Donc ils étaient en terre totalement inconnus. Hein. On les a mis dans des trains avec les vitres fumées. Et quand ils sont arrivés, ils se retrouvaient dans le camp de Gurs. Donc on leur demandait, il faut sauver vos enfants, laissez-les partir. Et ils devaient signer un certificat d'abandon pour pouvoir laisser leurs enfants partir. Bon, moi j'aurais jamais pu, je crois, mais enfin bon. Pardon ? Donc Barbie. Ah oui. D'accord. Donc parmi les organisations internationales, il y avait la CIMAD au Coteau-Fleury. La CIMAD est un organisme protestant qui a été créé en 1936-1939 pour aider déjà les Espagnols qui étaient réfugiés. Donc ils ont ouvert le Coteau-Fleury, dans lequel il y avait essentiellement des adultes et quelques enfants qui accompagnaient les parents, mais très peu. Le FESE, qui est le Fonds européen de secours aux étudiants, qui était dirigé par un Américain, Tracy Strong, et qui, lui, parcourait les camps d'internement et recherchait, en fait, c'était essentiellement des étudiants. C'est-à-dire que c'était enfants, adolescents, à partir de 18-19 ans, et qu'il y avait aussi des hommes seuls, en fait, plus âgés, mais seuls. Le Secours suisse, qui est l'émanation, donc la fusion entre la Croix-Rouge suisse et le Secours aux enfants suisse, ces deux organismes ont fusionné au début de la guerre, et donc eux aussi récupéraient là, certains des tout petits et d'autres un peu plus grands, et les Quakers aussi, qui est une organisation américaine, mais qui était installée, qui était basée à Marseille et qui participait également à ce sauvetage. 55% donc des enfants seuls, qui eux étaient tous étrangers à ce moment-là, puisqu'ils étaient dans les camps d'internement. Donc c'était des enfants uniquement des gens qui étaient venus directement d'Allemagne, puisqu'à cette époque-là, on n'arrêtait pas encore les enfants en France. Alors j'ai fait... Voilà, donc ça, là vous avez les photos des maisons. Alors la maison des Roches, en haut à gauche, les Grillons à droite, en dessous la Guespie, photo que vous avez vue tout à l'heure, la Brique et Faidoli. Mais si vous remarquez, ces maisons ne sont pas très très grandes. Parfois c'était 10, 15, voire 30 personnes qui pouvaient accueillir. Et comme l'a dit Floriane, en plus cet accueil était œcuménique. Et c'était un déchirement pour ces associations, parce qu'il fallait qu'ils choisissent les gens. La CIMAD était tentée de prendre des protestants, puisque c'était une association protestante. Il y a eu dans ces camps beaucoup d'Allemands d'origine juive qui s'étaient convertis au protestantisme et qui faisaient partie des anti-nazis, donc qui étaient recherchés par les Allemands. Mais donc, même s'ils étaient convertis en tant que protestants, ils étaient autant en danger que des gens qui étaient juifs. En fait, à partir d'un certain moment en France, si vous étiez arrêté et que votre ascendance était juive, vous étiez fichu. Voilà. Donc la deuxième situation sont les enfants sauvés par l'OSE. Alors les enfants sauvés par l'OSE, en fait, c'est très souvent, notamment à Paris, quand les premières arrestations ont eu lieu d'hommes, beaucoup de femmes se sont retrouvées seules avec leurs enfants, parce que le père avait été arrêté puis interné. Donc très souvent, elles ont confié leurs enfants à l'OSE. L'OSE était présent partout en France. Et de 40 à 42, l'OSE a placé tous ses enfants, donc soit qui étaient orphelins de père ou de mère, ou soit qui ne l'étaient pas du tout, mais dont les parents voulaient qu'ils soient protégés, étaient dans des maisons qui appartenaient à l'OSE et qui étaient disséminées dans tout le sud-est de la France. Alors il y avait des maisons
qu'on connaît plus ou moins, Moissac, il y avait le château de Montintin, le château du Magelier. Ils étaient tous là-bas et ils se sont rendus compte, après la rafle du Veldiv, quand on a commencé à arrêter les femmes et les enfants, que c'était ridicule d'avoir tous ces enfants ensemble dans une seule maison. Parfois, il y avait entre 30 et 100 enfants, tous juifs. Donc c'était trop facile. Donc l'organisation de l'OSE a décidé d'arrêter tout ça et de les disperser dans des milieux non juifs pour leur donner plus de chances de survie. Donc à ce moment-là, c'est une branche des EIF, les éclaireurs israélites de France, qui s'est constituée. Une branche clandestine qui s'appelait la 6e et qui était destinée, elle, uniquement au sauvetage des enfants. Alors, dans la 6e, il y a un réseau qui s'est créé à Lyon, qui s'appelait le réseau Garel. Et Lyon étant tout proche, donc vous l'avez vu sur la carte tout à l'heure, de la Haute-Loire et de l'Ardèche, est devenu un territoire cible pour placer effectivement ces enfants. Puisque dans toutes ces maisons, les moniteurs devaient prendre avec eux 5-6 enfants et les emmener dans des lieux sûrs. Alors, à Lyon, il y a une personne qui est devenue assez célèbre, qui s'appelait Madeleine Dreyfus, qui est une psychologue, qui était réfugiée à Lyon avec son mari, qui a décidé de travailler pour le réseau Garel, qui a rencontré par hasard des résistants chambonnais qui se trouvaient à Lyon et qui l'ont convaincu qu'il fallait absolument qu'elle aille voir au Chambon, que c'était le lieu idéal pour cacher les enfants. Donc elle va au Chambon, elle rencontre le pasteur Trocmé, elle trouve une autre personne qui va lui servir de relais sur place, et tout fonctionne. Et de août 42 à novembre 43, elle va amener des enfants, entre 100 et 120 enfants. C'est pas très précis parce qu'elle avait un petit carnet sur lequel elle notait tout. Parfois c'est rayé, parfois on ne sait pas trop si c'était vraiment au Chambon qu'ils sont venus ou pas. Enfin, globalement, c'est entre 100 et 150 enfants. Et elle venait tous les mois. Donc tous les mois, elle amenait quelqu'un et elle venait voir les enfants tous les mois pour savoir s'ils étaient bien traités, pour donner une pension aux paysans. Donc c'était autour de 500 francs à l'époque par mois. Et j'ai regardé, ça correspond à peu près à 160 € de nos jours. Donc certains les ont critiqués, mais franchement, même à l'époque, avec 500 francs par mois, c'était pas un moyen pour vraiment s'enrichir. Donc voilà. Donc elle partait à la recherche des paysans. Elle avait son petit carnet avec un tel, dans tel hameau, il veut une fille de 14 ans, il veut 3 enfants en bas âge. Enfin, les fratries parfois pouvaient rester ensemble, pas toujours. Voilà. Alors, elle-même, Madeleine Dreyfus, a laissé ses 2 enfants aînés au Chambon, dans une ferme aussi. Comme ça, elle pouvait continuer son travail sans problème. Elle a malheureusement été arrêtée à Lyon fin 43 ou début 44. Elle était enceinte, elle venait juste d'accoucher d'une petite fille. Et elle a été déportée, mais heureusement, elle est revenue des camps en 45. Voilà, ça c'est une belle histoire. Et ensuite, c'est André Chouraki, je ne sais pas s'il était dans la liste des personnalités. André Chouraki était un jeune avocat qui avait quitté Clermont-Ferrand avant des grandes rafles et qui s'est installé à Tence et qui est devenu un personnage assez célèbre parce qu'il a émigré en Israël. C'est lui qui a traduit la Bible en français à partir de l'hébreu. Et il est devenu vice-maire de Jérusalem dans les années 56-60. Mais il a été caché à Tence, donc à côté du Chambon, de 42 à 44. Et donc il a pris la place de Madeleine Dreyfus après quand elle a été arrêtée. Il s'est occupé des enfants et il s'occupait également des maquisards, des résistants. Il a fait les 2 choses en même temps. Alors j'avais une photo des fermes typiques où étaient cachés les enfants. Alors les fermes n'étaient pas toujours très confortables à l'époque. Il y a même des enfants qui se sont plaints. Il y en a 2 qui se sont plaints. Un, parce qu'ils trouvaient qu'ils travaillaient trop, mais c'était vrai, c'est-à-dire que dès qu'ils sortaient de l'école, il fallait qu'ils travaillent au champ. S'ils ne travaillaient pas suffisamment, ils étaient privés de nourriture et tout.
Je ne vous donnerai pas son nom, mais il s'est plaint et il a dit que c'était pour ça qu'il était devenu avocat d'ailleurs. Mais il était souvent puni et privé de nourriture, pauvre enfant. Et une autre jeune fille qui venait d'une famille de toute évidence plutôt bourgeoise et qui était assez effarée de voir que dans sa ferme, il y avait un seul torchon qui servait à tout le monde, aussi bien pour presser le fromage que pour s'essuyer les pieds. Donc elle est allée chercher sa petite sœur qui était cachée dans une ferme à côté. Elles sont parties quand même à pied et vraisemblablement clandestinement en prenant un peu un train jusqu'à Lyon. Il y a quand même 120 km, pour retrouver ses parents. Et ensuite, elles ont réussi avec leurs parents à passer en Suisse. Voilà, ça c'est une petite anecdote. Alors l'autre situation, donc ça on a vu les enfants sortir des camps, ceux qui sont sauvés par l'OSE et qui sont amenés donc sur le... Et ils sont, on m'a dit, par l'OSE entre 100 et 150. Les enfants qui sont amenés par leurs parents, par contre. Alors là, c'était aussi, ça se passe toujours en 42, fin 42, début 43, c'est là où il y a 75% des réfugiés sont arrivés. Certains parents décident de sauver leurs enfants, que c'est quand même une priorité. Et le Chambon commence à être connu dans le milieu protestant. Comme un lieu de refuge déjà. Ça circule, l'information circule énormément. Moi, j'ai rencontré des enfants cachés qui vivaient encore à Neuilly en 42 et qui ont été conseillés par le pasteur de Neuilly d'envoyer les enfants au Chambon assez vite. Donc c'était, à mon avis, surtout sur les parcours de plusieurs personnes, aussi on se rend compte que c'est souvent des pasteurs, quelquefois des prêtres, mais souvent des pasteurs qui leur indiquaient quand même de se diriger plutôt vers le plateau. Donc les enfants arrivent, alors bon, les parents les laissent dans des pensions ou dans des fermes, et puis surtout ce que Floriane a mis en évidence, c'est les écoles. La Haute-Loire avait un nombre d'écoles primaire, même s'il y avait plusieurs classes en même temps, totalement exceptionnel par rapport à la moyenne française. Tous les hameaux avaient une petite école. Il y avait un nombre d'instituteurs aussi incroyable. Donc les parents avaient l'assurance que les enfants auraient un minimum d'alimentation, puisque la culture vivrière permettait quand même aux gens de survivre, et surtout ils pourraient poursuivre leur parcours scolaire. Donc c'était très important. Et ils étaient accueillis soit dans des familles, soit dans ces pensions. Alors, les homes d'enfants. Voilà. Donc, à gauche, là, vous avez le chaperon rouge, qui est à la sortie du village. Tante Soli à droite, Chantalouette. Et celle du milieu, je ne me souviens plus ce que c'est. Bon, voilà. Quelques exemples d'enfants qui ont été amenés seuls. Donc ça, sont tous des gens que j'ai rencontrés. Étienne Veil et son frère Philippe. Étienne que j'ai rencontré. Donc eux, leurs parents avaient quitté, sont partis de l'Est vers Lille. Ensuite, ils sont revenus à Paris. De Paris, ils sont allés à Saint-Étienne. Et à Saint-Étienne, ils voulaient toujours, le père de se refuser qu'on se sépare des enfants. Et à Saint-Étienne, un jour, le 11 novembre 42, ils voient les chars allemands entrer dans Saint-Étienne. Donc ils se disent, bon, mais non, ça y est, c'est trop tard, il faut absolument. Et donc ils montent au Chambon et ils emmènent leurs enfants. Mais ils sont arrivés vraiment très très tard. Hein. Philippe Calleux, c'est pareil, ses parents étaient parisiens, sont partis sur la Côte d'Azur, sont venus à Saint-Étienne. Pourquoi est-ce qu'ils allaient dans les grandes villes, en fait? Parce que les Juifs, ce n'est pas des ruraux, c'était essentiellement des gens qui vivaient en ville et qui souvent avaient un business. Donc ils allaient dans les grandes villes qui avaient un peu les spécialités de leurs affaires. Ils remontaient les affaires très souvent dans les endroits où ils allaient, puisqu'ils avaient été privés de toutes leurs ressources en quittant leur entreprise en général. Philippe Calleux, que j'ai rencontré, qui est toujours vivant, et sa sœur Michel, sa sœur vit aux États-Unis, elle est toujours en vie aussi. Nelly Rosen, qui elle vit en Israël, avec son frère Salomon, qui est parti en Israël aussi. Je pense qu'elle est toujours vivante parce que je l'ai eu au téléphone il y a un an.
Berthe Simon et Jacques Livron, ça, ils sont assez connus, mais je ne les ai pas rencontrés. Et Aline Vidal-Naquet et ses cousins. Aline est décédée il y a 2 ans. Par contre, c'est la sœur de Pierre Vidal-Naquet, qui est un historien très connu. Voilà, donc, et eux, ils ont une histoire assez tragique, puisque leurs parents, ils étaient réfugiés à Marseille, et leurs parents ont été arrêtés pratiquement sous leurs yeux, et les enfants ont pu rejoindre à Saint-Agrève leur tante et leur grand-mère qui étaient déjà réfugiées. Voilà. Les familles juives venues par elles-mêmes, je ne sais pas si je suis dans le temps ou pas, un peu plus de 210 familles, j'ai répertorié, qui arrivent avec 400 enfants, pour la grande majorité, donc à partir de la fin de l'été 42. Donc ça, c'est les parcours assez classiques, hein. Ils passent plus ou moins tôt la ligne de démarcation entre les 2 zones. Ils vont s'installer dans les grandes villes, Lyon, Saint-Étienne, Rouen, Marseille, Nice. Et puis quand Nice a été géré par les Italiens qui ont abandonné quand les Allemands sont arrivés en fait et ont envahi la zone sud. Et donc à partir de fin 42, début 43, la Côte d'Azur n'était plus du tout un endroit sécurisé. Donc là, ils ont recommencé à bouger. Et comme avec le train, effectivement, on avait accès au Chambon, soit à partir de Saint-Étienne, soit à partir de la Voulte sur Rhône. La Voulte sur Rhône. Donc les gens pouvaient venir de Marseille, prenaient le train à la Voulte et monter sur le plateau. J'ai rencontré 2-3 familles, pas plus, qui sont venues en voiture. Tout le monde est venu en train. Donc il fallait voir les enfants, par exemple, que les parents amenaient seuls, en train. Parfois, ils allaient dans des fermes qui étaient à 8 ou 10 km. Parfois, ils arrivaient l'hiver. Donc ils marchaient dans la neige pour rejoindre la ferme. Et ils faisaient des kilomètres pour aller à l'école aussi. Ça, c'est un message que je passerai aux jeunes tout à l'heure. C'est que quand on se plaint, moi, je le fais toujours. Quand je suis fatiguée, que je n'ai plus envie de marcher, je dis, mais je pense à ces enfants-là et je pense aux déportés. Et je me disais, cocotte, il faut absolument que tu prennes sur toi. Donc pour sortir des situations difficiles de déprime, vous pensez à eux et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui aimeraient revivre ce qu'eux ont vécu, hein. Alors, donc les familles, c'est simple, elles arrivaient. C'est quand même plutôt des gens un peu aisés quand même qui sont arrivés, ou des gens qui avaient les moyens de récupérer. Par exemple, les gens de Roanne qui étaient dans le textile, qui sont arrivés au dernier moment, ils me racontaient qu'ils descendaient à Roanne de temps en temps, ils allaient dans leurs ateliers et ils remontaient avec un petit peu de matériel et ça leur permettait de faire du troc ou de payer la location, parce que tous payaient une location quand même, hein. Quand ils étaient soit dans un appartement en ville, soit dans une ferme, il fallait quand même qu'ils payent quelque chose. C'était pas énorme, mais bon. Quelques familles qui sont arrivées. La famille Giusy, ça, ils étaient nombreux. La famille Sommer, qui venait de Marseille. La famille Rotheimer, qui était à Tence. Alors, eux, ils ont été déportés d'Heidelberg directement en France. Bon, alors, effectivement, Floriane Barbier dit que l'histoire du Chambon n'est pas une histoire gaie, tu as dit, non, joyeuse. C'est pas une belle histoire, mais c'est une histoire de vie quand même. Et même si la situation était difficile, les familles se sont quand même senties, on peut le dire, un peu en sécurité. Il y a quand même eu 26 enfants juifs qui sont nés sur le plateau entre 42 et 45. Bon, ce qui est quand même un signe de personnes qui ont plutôt en fait foi en l'avenir quand même. Voilà. Mais tout le monde ne se sentait pas en sécurité. Il y a eu quand même 3 grandes périodes de rafles au Chambon. Hein, fin août 42, comme dans toutes les villes de France. Et là, les gens allaient se cacher dans les bois. Les enfants étaient sortis des maisons.
Bon, l'avantage, c'est qu'en général, ils étaient un petit peu prévenus à l'avance de ces rafles et donc ils avaient le temps d'aller se cacher. Mais on a eu une en février 1943 où il y a un jeune de 19 ans a été arrêté, a été déporté. Il y a eu la rafle du 29 juin 1943 à la Maison des Roches aussi, qui a fait qu'il y a eu 19 arrestations, mais on a eu 6 qui ont été déportés, dont Daniel Trocmé, qui n'était pas juif, mais qui n'a pas voulu abandonner les enfants, enfin les jeunes dont il avait la responsabilité. Et il a quand même été déporté avec les 5 autres. Et sur les 5 autres, il y en a un seul seulement qui est revenu des camps. Alors, qu'ont appris les enfants? Non, je me trompe de côté. Qu'ont appris les enfants? Voilà, donc c'est ce que je vous dis, c'était des gens qui avaient une éducation plutôt urbaine, donc certains ne connaissaient, n'avaient jamais vu la campagne. Donc ça a été l'explosion dans leur vie. Beaucoup disent, j'ai découvert la nature, j'ai découvert les baignades dans la rivière, même si l'eau est glaciale, la neige l'hiver, les bois à l'époque étaient tout parsemés de myrtilles, de framboises. Enfin, c'était pas le paradis, mais bon, c'était des moments qui leur permettaient d'oublier en fait toutes leurs angoisses et le fait qu'ils, pour la plupart, pour certains d'entre eux, ne savaient pas du tout où étaient leurs parents. Et surtout, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en fait, ils étaient à la fois libres, mais ils avaient retrouvé une espèce de dignité, en fait, parce que personne ne posait de questions. Beaucoup d'entre eux faisaient du scoutisme, et ils s'appelaient tous par leur nom de totem, très souvent. Moi, chaque fois que j'ai demandé aux anciens réfugiés s'ils se souvenaient du nom de leurs camarades de chambre ou de leurs camarades de classe, personne ne m'a cité des noms, à part quelques-uns, mais vraiment c'est très très peu, de noms d'enfants juifs qui étaient réfugiés avec eux, parce qu'ils ne se posaient pas la question. Même, parfois, ils partageaient la même chambre, et un soir, il y en a un qui a fait sa prière, et il a entendu que l'autre faisait une prière en hébreu, et il lui a dit « Mais tu es juif ?» Chut, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire. Des enfants même de 13-14 ans. Donc, on a vu les joies de la vie en plein air. Ça peut paraître superficiel, mais c'était une véritable découverte pour beaucoup d'entre eux. Alors, ce que certains enfants ont dit de leur période de cette vie. Le Chambon est la ville qui m'a rendu heureux. C'est bizarrement là que je suis devenu juif. C'est là. Alors, c'est ce qu'il dit après, mais c'est vrai qu'il a découvert en fait la qualité d'être juif, quelque part, parce qu'ils ont été cachés, qu'ils ont été sauvés surtout. Et Serge Corbert est quelqu'un qui a fait un petit film sur l'histoire du Chambon, mais il est décédé il y a très peu de temps. Alors tous les mercredis, les enfants allaient au temple. Il y avait un culte spécial pour les enfants, mais quel qu'il soit, il n'y a eu absolument aucune conversion. Personne n'a été forcé. Il y en a même qui se sentaient tellement en danger qu'ils ont demandé au pasteur Trocmé d'être converti. Et Trocmé leur a dit « Mais non, vous avez la plus belle des religions. Il y a d'autres moyens que celle-là pour vous sauver. » Voilà, que celle-là pour vous sauver. Je trouvais ça très joli. Si le visage nous a sauvé la vie, l'école nous a préparés pour la vie. Alors ça, c'est un autre aspect qui est très important parce qu'effectivement, les psychologues et les psychiatres qui se sont penchés sur l'histoire des enfants cachés, dont on a un petit peu parlé ce matin, et notamment Boris Cyrulnik, il dit que ça a vraiment accéléré le passage à la maturité de beaucoup d'enfants et que c'est vraisemblablement pour ces raisons qu'ils ont fait très souvent de belles carrières professionnelles, en fait. Donc c'était peut-être aussi la difficulté, une aide à se surpasser, en fait. Alors, Elie Bengal, qui s'appelait Pierre Bloch, qui était caché aussi au Chambon, qui est parti Alors lui, il est parti en Israël, après avoir fini ses études en France, et il a renoncé une fois qu'il était en Israël, il a renoncé à sa nationalité française en envoyant un courrier au général de Gaulle en lui précisant qu'effectivement, les raisons pour lesquelles
Il refusait d'être français. Et c'est lui, il dit, c'est les plus belles années de ma vie. Je suis un juif huguenot. Donc huguenot, c'est l'autre terminologie pour appeler les protestants. Et le fait qu'ils disent je suis un juif huguenot, c'est que voilà, c'est toute la part de remerciements, je pense, qu'ils donnent au plateau. Nous étions libres dans un bel environnement, nous étions visibles dans le village, mais personne ne faisait la différence. Ça, c'est Anne Liebman, qui vit aux États-Unis, qui est encore en vie. Ces années au Chambon sont une des plus belles pages de ma vie, une leçon de courage, de dignité, de fraternité et d'amour. Christian de Montbrison, ça aussi, il est encore en vie. Donc, il y a du monde. J'ai passé la plus belle année de ma jeunesse, Cécile Bulva, allemande, que son instituteur a accompagnée au Puy pour passer son brevet. Il faut dire que les instituteurs étaient très, très protecteurs aussi. Ils se rendaient compte. Alors, beaucoup d'enfants avaient un niveau un peu supérieur, peut-être aux enfants du coin, parce que bon, ils étaient élevés en ville, ils voyaient plus de choses, ils étaient peut-être plus éveillés. Et donc, ils se sont vraiment énormément occupés d'eux. Par contre, une chose étrange, c'est qu'ils ne rentraient pas effectivement le nom des enfants sur leur registre. Mais quand on va aux archives et qu'on récupère les registres de Roger d'Arcissac, il y a des noms d'enfants juifs qui sont inscrits. Alors, c'était peut-être des registres, je pense, qu'il gardait pour lui, je ne sais pas, mais on en trouve un certain nombre. Voilà, donc Alors, la fin de la guerre. À la fin de la guerre, effectivement, mais même avant la fin de la guerre. Les passages en Suisse, alors ça c'est un sujet un peu à part, mais effectivement on a essayé de faire passer beaucoup de parents avec leurs enfants à partir de septembre 1942, puisqu'effectivement c'était le seul échappatoire, notamment pour les étrangers en fait. C'était de passer en Suisse, et surtout pour les adolescents juifs, ceux qui étaient à la Maison des Roches. Donc il y a à peu près 160 passages en Suisse. Faut que je clôture. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est la fin de la guerre. Donc ceux qui sont avec leurs parents, ils rentrent retrouver leur maison. Les enfants qui ont été amenés par l'OSE, ils restent toujours. C'est l'OSE qui les prend en charge quand les parents ne peuvent pas revenir les chercher. Beaucoup ont émigré aux États-Unis ou en Palestine, puisqu'Israël a été créé qu'en 1948. Beaucoup sont partis aux États-Unis et en Israël. Voilà. Un certain nombre de jeunes juifs ont rejoint la résistance armée qui s'était développée sur le plateau. Et d'autres sont restés jusqu'à la fin de la guerre. Et moi, j'aurais voulu donner l'exemple juste de 3 personnes qui sont un peu emblématiques. Hein? Une personne. Alors, Alexander Grothendieck, qui est un Allemand, qui a fait je ne sais combien de camps d'internement avant d'arriver au Chambon, a été hébergé, est resté jusqu'en 1946 pour passer son baccalauréat. Après, il est parti faire des études et il est devenu un des mathématiciens les plus importants du XXe siècle. Il a eu la médaille Fields en 1966. Voilà. Bon, c'était il y en a d'autres aussi qui sont quand même un peu spectaculaires, dont Éric Schwamm, qui a été hébergé aussi et qui a légué toute sa fortune au village il y a 2 ans. Voilà. Merci beaucoup, Madame Rosenberg, dont j'avais oublié de dire tout à l'heure que vous étiez la présidente de l'association des Amis du lieu de mémoire, dont Floriane est la responsable. Voilà. Est-ce qu'il y avait des relations avec les pays, je dirais, neutres, comme la Suède? Évidemment, la Suisse était plus intéressante parce que c'était proximité de la France. Mais est-ce qu'il y avait, par exemple, sur l'Angleterre? Puisqu'on savait dès le départ que l'Angleterre accueillait les gens les soldats qui allaient là-bas, une fois qu'ils étaient soignés, dès 40 d'ailleurs. Est-ce que l'Angleterre a été... est-ce qu'il y a eu un recensement de ces enfants qui ont pu être placés en Angleterre, en Suède ou même en Palestine, par exemple? Non, parce que ceux qui sont arrivés au Chambon, c'était leur circuit de refuge. Tous les enfants qui sont arrivés en Angleterre par ces fameux trains venant
d'Autriche ou de Hongrie, je crois, de Hongrie surtout, c'était un parcours spécifique. Donc, non, il y avait déjà beaucoup de monde au Chambon. Hein, non, mais ne serait-ce que pour le ravitaillement, je veux dire, le Chambon, par exemple, tous les hameaux attachés, c'était 2300 personnes à peu près, et il y avait 1100 réfugiés qui dépendaient de l'alimentation du Chambon, sans compter les gens des villes comme Le Puy, Saint-Étienne, les grandes villes autour, qui montaient très souvent, régulièrement au Chambon pour venir chercher de la nourriture. Donc, je pense, ça me paraît difficile d'avoir plus de réfugiés que ça quand même. Mais sur la Suède a aidé. La Suède a aidé après à construire le collège Sävenol, la fameuse école. Dont, oui, ça aussi, on aurait pu en parler parce que franchement, c'était assez exceptionnel cette histoire du collège Sävenol. Je pense que vous serez réinvité à une occasion prochaine, madame. Allez,